Alors, bonsoir, chères étudiantes et étudiants. Je vous souhaite bon Ramadan, espérant que ce mois sacré, Inch'Allah, soit porteur pour vous de beaucoup de bonheur, de joie, de prospérité et aussi de réussite, ainsi de quiétude. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première séance consacrée à la procédure pénale. Je vous demande pardon pour ce retard qui est dû à des empêchements qui m'ont empêché bien sûr de vous retrouver auparavant, mais je vous promets qu'on va, Inch'Allah, tout rattraper, d'accord? Alors, on va commencer cette séance qui sera dédiée à l'introduction de la procédure pénale. Cette matière qui est une matière de base, je dirais, une matière fondamentale, très essentielle pour vous, surtout ceux qui espèrent et qui visent à poursuivre leurs études en master et spécialement en matière de droit privé en général. Donc vous aurez besoin de toutes les matières procédurales, notamment la procédure pénale et la procédure civile. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un signe parce que moi j'ai pas de caméra. Vous m'entendez? Faites-moi un signe. Écrivez-moi quelque chose si vous m'entendez. Très bien, très bien, très bien. Alors, dans cette première séance, on va répondre à des questions que vous avez bien sûr vues auparavant dans le polycopié que je vous ai préparé depuis l'année précédente concernant cette introduction à la procédure pénale, à savoir comment peut-on définir la procédure pénale, quelle est la définition de la procédure pénale, quel est donc l'intérêt, l'importance de la procédure pénale, quel est l'historique, l'évolution de la procédure pénale marocaine et aussi quel rapport peut-on avoir entre la procédure pénale et la procédure civile. Puis, on va passer à l'étude des principes directeurs. On va voir qu'il y a des principes de base qui sont directeurs pour la procédure pénale. Ce sont des principes très importants qui distinguent la procédure pénale de la procédure civile et des autres matières. Et on va voir l'architecture, si vous voulez, de la procédure pénale marocaine. Donc, de quoi est constituée la procédure pénale marocaine. Alors, on va commencer par la définition. Bien sûr, vous êtes retourné et vous avez révisé cette définition concernant la procédure pénale, mais ça n'empêche de la revoir. On va dire que cette procédure, cette loi, qui est une loi procédurale, cette matière qui est une matière comportant des dispositions concernant l'administration de la justice pénale en général. Donc, la matière, ou bien cette discipline qui est la procédure pénale, est une matière qui se trouve ou bien qui constitue un moyen. Le moyen considéré par la loi et auquel recourent tous les participants, tous les intervenants dans le système de la justice pénale pour pour gérer, si vous voulez, ce qu'on appelle le procès pénal, al-muhakama al-jinaiya. Et donc, on va dire, comme vous l'avez vu sur le polycopié,
que la procédure pénale est la mise en application du droit pénal, c'est-à-dire c'est le moyen pour mettre en mouvement, pour appliquer le droit pénal. Si quelqu'un commet une infraction, n'importe quelle infraction, donc l'infraction, selon ce qu'on a vu en droit pénal, nécessite, ou bien, de cette infraction, il résulte une sanction qui va être appliquée à celui qui l'a commise. Et donc, l'application de l'arrivée, je dirais, à ce stade de l'application de l'infraction nécessite des procédures. C'est cette matière, cette discipline, procédure pénale qui comporte et qui comprend cette procédure. Et donc, on peut dire aussi que pratiquement, sur le terrain, la procédure pénale est le moyen de l'application du droit pénal. C'est-à-dire la mise en mouvement, si vous voulez, de ce qu'on appelle en droit pénal le principe légaliste, le principe de la légalité, c'est-à-dire l'incrimination, tout ce qui se rapporte à l'incrimination et ou bien la criminalisation et la pénalisation. Ces codes, ces articles que comporte le droit pénal, pour l'appliquer, il nous faut une loi et un droit procédural. Eh bien, c'est le droit pénal, c'est la procédure pénale. Et donc, c'est pour cela qu'on a dit que la procédure pénale est le trait d'union, c'est-à-dire un lien entre l'infraction et la peine. Pour donc appliquer la peine décidée par le législateur à telle ou telle infraction et à telle personne ayant commis une infraction, eh bien, il faut des règles procédurales. C'est ce qu'on appelle c'est la fonction de cette discipline qui est la procédure pénale. Donc, cela n'est pas un lien, non, d'une question constitutionnelle. Selon notre constitution et selon les constitutions d'autres pays, il n'est pas autorisé à n'importe qui pour sanctionner celui qui commet l'infraction. Et donc, d'après l'article 23 du code de la constitution marocaine, alors on a cette citation suivante: nul ne peut être arrêté, donc il ne pourrait y avoir ni arrestation, ni détention, ni poursuite, ni condamnation en dehors des cas et des formes, bien sûr, prévues, organisées, encadrées par la loi. Et bien sûr, cette loi dont parle l'article 23 de la Constitution, c'est la procédure pénale. Bref, je dirais que la procédure pénale est la loi qui gère le procès pénal. D'accord? Je peux dire en deux mots que la procédure pénale est la loi qui gère le procès pénal. Le procès, je dirais par procès en arabe, al-muhakama al-jinaiya. Donc, l'organisation de ce processus qui est le procès pénal, ça revient bien sûr au pouvoir de la procédure pénale. Le procès pénal, il comprend bien sûr des règles concernant l'organisation judiciaire, l'organisation des juridictions compétentes, leur fonctionnement et leur compétences, et aussi le déroulement du procès pénal. Donc, vous allez voir que le procès pénal comporte trois éléments essentiels. On a la première partie qui porte sur l'organisation judiciaire dans la matière pénale,
c'est-à-dire l'organisation des juridictions compétentes de connaître des infractions, pour connaître des infractions, bien sûr, selon la loi. Et on a les règles qui régissent le déroulement du procès pénal. Et ce procès pénal, bien sûr, et ce déroulement passe par 3 phases, notamment la phase donc préliminaire qui précède l'accusation, c'est ce qu'on appelle le bahth temhidi en arabe, comment on l'appelle en français. Donc l'enquête, bien sûr, la phase de l'enquête, et on a aussi la phase donc de l'instruction, puis on a la phase du jugement, mais aussi on a d'autres phases qui sont donc oui, merci Monsieur Talibi, oui c'est ça, c'est l'enquête. Alors donc on a une phase qui vient après la période du jugement, c'est la période de l'exécution. C'est la phase de l'exécution de la peine et de la sanction édictée prononcée par la loi. Donc, de cela, on va voir qu'il y a 2 définitions. Vous avez vu ces 2 définitions, 2 types de définitions de la procédure pénale. On a une définition qui, on peut la qualifier de définition réductrice de l'étendue de l'application de la procédure pénale. Et on a aussi, bonsoir Rizlan, bienvenue. On a l'autre définition qui est la définition extensive. C'est une définition qui élarge, qui étend bien sûr le champ et l'application de la procédure pénale. On va commencer par cette définition extensive. Alors, si vous avez des questions à poser, je vois tout et vous l'écrivez et je vais y répondre, bien sûr. Donc, on peut joindre l'écoute à la composition de vos questions si vous en avez, bien sûr. Alors, d'après ce courant extensif concernant la définition de la procédure pénale, on peut dire que selon ce courant-là, la procédure pénale comporte l'ensemble des procédures appliquées depuis peut-on dire que la procédure pénale est le contentieux pénal? Non, c'est à peu près, mais exactement, on peut dire que la procédure pénale est la gestion, si vous voulez, l'organisation du contentieux pénal. D'accord? C'est l'organisation l'encadrement aussi du déroulement de ce contentieux pénal, bien sûr devant les juridictions pénales. D'accord? Alors, selon cette définition extensive, la procédure pénale ou bien les règles de la procédure pénale comportent toutes les règles qui se rapportent à l'action ou bien au début de la situation criminelle. C'est-à-dire, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? La situation criminelle. On a vu en criminologie ce qu'on a appelé situation pré-criminelle, d'accord? Selon les études criminologiques. Maintenant, on va parler de la situation criminelle. Qu'est-ce que la situation criminelle? Eh bien, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est la commission, c'est l'État après avoir commis une infraction, après la commission d'une infraction par une telle ou telle personne. Donc, selon ce courant extensif dans la procédure pénale, cette matière comporte l'ensemble des procédures depuis bien sûr
réalisation, c'est-à-dire la découverte, l'arrivée, donc, ou bien le fait d'avoir des informations concernant la situation criminelle jusqu'au retour à l'état actuel. Et donc, selon cette définition, vous allez voir que le chemin procédural, le processus est trop long, d'accord? Il commence par le moment où l'infraction a été commise. Donc, tous les acquis, dès que l'infraction a été commise, à savoir la constatation de l'infraction, donc les officiers judiciaires, à savoir tous les actes ayant pour objet de collecter les preuves et aussi donc les preuves qu'ils soient preuves donc ou toutes les traces concernant d'accord, il y a un coupage, le sang ça coupe. Mohamed Jalti, pour les autres, est-ce que vous avez ce problème de coupure du sang? D'accord. C'est bon. Alors, c'est bon, on continue. Donc, cette définition extensive, donc, attache et affecte à la procédure pénale le fait donc de la constatation de l'infraction, la collecte des preuves matérielles et aussi de toute preuve concernant la commission de l'infraction, tout le travail fait par les officiers de la police judiciaire dans le cadre de ce qu'on appelle l'enquête préliminaire, qui va en état de flagrance ou l'enquête préliminaire, donc hors cet état de flagrance, c'est-à-dire tout simplement, ou bien enquête préliminaire tout court, comme on va voir, Inch'Allah, plus tard. D'accord? Et on a aussi l'état donc la période de l'accusation, c'est-à-dire le travail du ministère public, et la période de l'instruction, la période du jugement, jusqu'au retour à l'état donc à l'état normal. Qu'est-ce qu'on a par état normal? Eh bien, l'exécution donc de l'infraction. Celui qui l'avait commis et l'application et donc des sanctions celui qui a commis cette action. Retour à la action lorsqu'il commet, elle commet donc la récupération, ça nécessite l'intervention des instances et donc des acteurs qui appliquent la procédure pénale. D'accord? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas où est le problème. Problème de sang. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est une question du réseau? C'est bon? C'est bon? D'accord, ok. Alors, je viens tout à l'heure de vous expliquer qu'est-ce qu'on entend dire par le retour à l'état normal. On a dit que la commission d'une infraction constitue un déséquilibre dans la réalité. Eh bien, le retour à l'état normal, se fait à travers l'application donc de la sanction édictée par la loi à celui
qui a commis cette infraction. C'est ça ce qu'on entend par l'état actuel. L'état, c'est-à-dire le fait de reprendre l'équilibre perdu. D'accord? Alors, selon cette définition, je rappelle que selon cette définition, la procédure pénale comporte 3 phases. Deux de ces périodes ou bien de ces phases ne sont pas judiciaires et ils sont exercés par des instances, par des institutions qui sont donc administratives, à savoir la période donc de l'enquête qui est exercée, l'enquête préliminaire qui est exercée par la police judiciaire. Et vous savez que la police judiciaire ne constitue pas une instance, donc une institution judiciaire. Elle fait partie soit de la police en général, donc de l'établissement ou bien de l'institution de la police donc nationale, ou bien de l'institution donc des armées, d'accord. Pour les gendarmes, donc l'enquête préliminaire est exercée soit par les policiers qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ou bien par les gendarmes qui ont la qualité de police judiciaire. Et tous ceux font partie de 2 institutions qui n'ont pas un caractère judiciaire et qui ne font pas partie de ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, as-sulta al-qada'iyya. On a l'autre phase qui est la dernière phase et qui est oui. Non, maintenant, Monsieur Talibi, Oussama, maintenant je parle en général. Je dis que les gendarmes, en général, tous les membres de la gendarmerie royale qui ont la qualité de d'officiers de police judiciaire, donc ils sont des officiers de police judiciaire et ils exercent, ils sont compétents, de faire l'enquête. Oui, en général, d'exercer l'enquête préliminaire, mais moi je parle de l'origine, l'institution à laquelle appartient ces officiers de police judiciaire. Ils ne font pas partie de l'autorité judiciaire, d'accord, du pouvoir judiciaire. Ils font partie à la gendarmerie royale, qui est une institution, donc un organisme qui n'est pas judiciaire, d'accord. On a aussi la dernière, oui, en général. L'autre phase, la dernière phase concernant le déroulement du procès pénal, c'est la phase de l'exécution de la sanction pénale. Eh bien, cette phase et l'exécution n'est pas faite par des juges. Elle est attribuée, cette fonction d'exécution, elle est attribuée à des personnes qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire. Ils font partie de ce qu'on appelle l'institution ou bien les institutions pénitentiaires. Et ces institutions pénitentiaires n'ont pas la qualité de pouvoir judiciaire. Il reste la phase intermédiaire, celle du jugement et de la poursuite et de l'instruction et du jugement qui est exercé par des juges, des personnes ayant la qualité de juge et faisant partie du pouvoir judiciaire. Ça, c'est pour la définition extensive. On a aussi une autre définition qui réduit peine de la pénale à la base, c'est-à-dire la période
la période de la poursuite, c'est-à-dire la mise en mouvement de l'action publique, la période de l'instruction, ce travail fait et exercé par le juge d'instruction, et la période donc du jugement. C'est selon ce courant, donc, la procédure pénale comporte seulement la partie judiciaire du procès pénal. Mais donc en général, dire que cette définition, elle est abandonnée. La majorité abandonnée par la législation pénale. La majorité donc des législations pénales adoptent la définition extensive, c'est-à-dire cette définition qui attribue donc à la compétence des règles de la procédure pénale, même les périodes qui précèdent la partie judiciaire, c'est-à-dire la période ou bien la phase donc de l'enquête préliminaire, et aussi ils l'étendent aussi à la phase donc après, qui vient après la phase judiciaire, qui est la phase de l'exécution de la sanction. C'est cette phase qui comporte des règles régissant l'exécution de la sanction pénale. Pour notre procédure pénale marocaine, et aussi pour la procédure pénale des autres pays, des autres pays, ou bien je dirais des pays voisins à nous, comme l'Algérie, comme la Tunisie, aussi d'autres pays européens comme alors, toute législation, définition en général, elles ont la définition extensive, c'est-à-dire selon eux, la procédure pénale comporte donc la phase de l'enquête préliminaire, la phase donc judiciaire de l'enquête et la phase de l'exécution de la sanction pénale. Pour nous, bien sûr, comme ces législations, donc la procédure, notre procédure pénale, si vous consultez le code de procédure pénale, vous allez trouver qu'il commence par donc des articles régissant l'enquête préliminaire, et elle finit par des articles donc régissant et encadrant l'exécution de la sanction et de la peine, de la sanction pénale, c'est-à-dire la phase donc pénitentiaire, la phase de l'exécution de la sanction. Est-ce que vous avez des questions concernant cette définition de la procédure pénale? Vous avez des questions concernant ces définitions? Ou bien on passe on continue notre cours. Réagissez s'il vous plaît, parce que je ne vous vois pas. C'est bon, Rizlan, c'est clair? Hamza? Très bien. Alors, maintenant, une question qui se pose. Quel est l'intérêt de la procédure pénale? Quelle est l'importance de la procédure pénale? Rapidement, on dira que théoriquement, ou bien cette importance se voit sur deux plans, sur le plan théorique et aussi sur le plan pratique. En ce qui concerne donc le plan théorique, l'importance de la procédure pénale se voit dans le sens que celle-ci constitue une très bonne application, ou bien de la justice répressive, de la justice pénale.
Donc, la procédure pénale, théoriquement, constitue l'application, la meilleure, si vous voulez, la meilleure application qui préserve les droits de toutes les parties du procès pénal en général. Et donc, la procédure pénale et les règles de la procédure pénale, les dispositions de cette matière, de cette loi, assurent une application adéquate, d'accord? Une application adéquate de quoi? Du droit pénal, d'accord? Si les règles de la procédure pénale, si elles sont efficaces, eh bien, ça va nous permettre d'éviter tous les défauts, les maladresses, si vous voulez, donc les imperfections qui se trouvent dans le droit pénal de fond. Alors, c'est de ce sens, dans ce sens qu'on voit l'importance de la procédure pénale sur le plan théorique. Et c'est pour cela que vous avez donc certains disent que il vaut mieux, bien sûr, laisser courir sans coupable. Corrigez s'il vous plaît, il y a une erreur concernant le polycopier, le support que vous avez. Donc cette citation, la citation, correcte est comme suit: mieux vaut laisser courir sans coupable que de condamner un innocent. Donc, si on commet des erreurs concernant la culpabilité d'une personne, eh bien, ça sera moins grave que le fait de condamner un innocent, d'accord? Et d'où on dit que il vaut mieux laisser courir sans coupable que de condamner un innocent, d'accord? Sur le plan pratique, et c'est ça l'essentiel, c'est ça donc le fond, la base de la procédure pénale comme loi. Eh bien, pratiquement, la procédure pénale cherche à concilier, à trouver un équilibre entre deux objectifs qui intéressent toute la société. D'accord? Le premier, deux objectifs ou bien deux intérêts. Le premier, c'est le premier intérêt, la première finalité, c'est le fait d'assurer la sécurité, de préserver la sécurité de toute la société. Donc, chaque société a intérêt à préserver sa sécurité, à assurer la vie sereine, calme, la paix, la vie en commun pour tous ses citoyens. Le deuxième objectif que cherche la procédure pénale et que cherche bien sûr toute société est le fait de préserver aussi la liberté des citoyens, les libertés individuelles. Donc, la procédure pénale cherche toujours à établir un équilibre entre ces deux besoins, à savoir la sécurité et la liberté. Donc, toute procédure qui réussit à établir ou bien à s'approcher de cet équilibre, parce qu'il est très difficile de réaliser cet équilibre. Je vous donne à titre d'exemple l'infraction terroriste, d'accord? Le terrorisme nécessite une intervention qui est parfois donc contraire aux règles qui régissent les autres procès pénaux, c'est-à-dire les autres infractions. Pourquoi? Donc, à cause de la gravité et de la dangerosité de cette infraction et de la menace qu'elle constitue
vis-à-vis de la sécurité des citoyens et de la société. Donc, en général, toute société toute législation qui réussit à établir cet équilibre entre la sécurité de la société et la préservation des libertés individuelles est considérée comme une procédure pénale efficace. Et de cela, on dit que la procédure pénale est la loi des honnêtes, des personnes honnêtes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle cherche à assurer les garanties du procès pénal, à assurer aussi les libertés donc individuelles, à ne pas donc limiter le fait de bénéficier donc et de jouir de ces libertés individuelles pour les citoyens et ainsi de suite. Donc pratiquement la procédure pénale cherche à établir un équilibre entre la sécurité et la liberté. Si l'objectif visant à assurer la sécurité et donc prédomine, eh bien, on aura une autorité ou bien un système politique, disons, autoritaire. D'accord? Si on favorise la préservation des libertés individuelles, eh bien, toute la société sera menacée par, bien sûr, ou bien la sécurité de la société sera menacée. Et donc, la meilleure situation, c'est de chercher cet équilibre entre sécurité et, bien sûr, liberté individuelle. Cela, cette finalité, le fait de chercher à réaliser cette double finalité, notamment la sécurité et la préservation de la sécurité et des libertés individuelles, les libertés des citoyens, nous a donné à travers l'histoire deux types de procédures. Procédure accusatoire et procédure inquisitoire. D'accord? Alors, rapidement, pour la procédure accusatoire, c'est une procédure qui est très ancienne, bien sûr. Elle a un caractère populaire. Pourquoi? Parce que elle se fait elle s'exerce par elle se faisait au début dans les sociétés, disons, moins développées, les anciennes sociétés, d'accord? Elle a un caractère populaire. Pourquoi? Parce que les citoyens assistent au procès pénal. Le juge ne joue pas un rôle primordial, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est neutre. Dans la procédure accusatoire, le juge est neutre. Il est passif. Pourquoi? Parce qu'il ne contribue pas à la recherche des preuves. Il n'assure pas la gestion du procès pénal. Non. Lui, il écoute le débat et il tire les conclusions et les résultats à travers le débat qui se fait entre les deux parties, ou bien les parties en général du procès pénal, et il décide selon ce débat. Donc, le rôle du juge dans cette procédure accusatoire, il est donc neutre, un rôle passif. C'est les parties qui gèrent et qui mettent en mouvement l'action publique, qui dirigent le procès pénal,
comment il le dirige? Premièrement, oui, publiquement, oui, merci beaucoup, Monsieur Ja'faro. Premièrement, concernant ce de M. Ja'faro, alors on entend par publiquement, c'est le fait que la procédure est depuis ce début jusqu'à sa fin est publique, d'accord? C'est-à-dire le procès pénal, toute la période du procès pénal est publique, s'exerce de façon publique, contrairement à la procédure inquisitoire qu'on va voir tout à l'heure, d'accord? Alors, rapidement, ce qui caractérise cette procédure accusatoire est le fait que le juge est neutre. Les parties ont un rôle important, c'est-à-dire c'est eux qui jouent un rôle, qui sont positifs et qui mettent en mouvement premièrement l'action publique et qui gèrent le procès pénal. Le juge se contente de tirer les conclusions d'après le débat qui se déroule devant lui. D'accord? Ça, c'est le procès ou bien la procédure accusatoire. Maintenant, actuellement, on peut dire que les pays anglo-saxons, d'accord, donc en Angleterre, l'Autriche, les États-Unis américains et aussi quelques États du Canada. Et il adopte cette procédure qui est une procédure accusatoire. Très bien, oui, elle fait partie. Non, on ne dit pas elle fait partie de la démocratie. Non, on dit Omeima, Arjouni. On dit que cette procédure accusatoire a un trait, a une caractère, si vous voulez, ou bien une caractère démocratique. Pourquoi? Parce que il appartient au parti du procès pénal de manifester, soit l'innocence ou bien de défendre l'innocence de celui qui est innocent ou bien de confirmer la condamnation de l'accusé, d'accord? Alors le juge ne fait que écouter le débat devant lui par les parties du procès pénal et tire les conclusions et se contente seulement de prononcer le verdict, si vous voulez, le jugement, d'accord? D'après ce qu'il a tiré de conclusion à travers les débats qui se déroulent devant lui. Alors, en ce qui concerne la deuxième procédure, qui est la procédure inquisitoire, on va que cette procédure inquisitoire venait historiquement, elle est apparue après, elle est venue donc après la procédure accusatoire. Et elle est appliquée, elle était appliquée dans des sociétés plus développées, si vous voulez. Je vous ai donné donc la naissance de cette procédure à partir de l'époque de l'ère du Rome, donc du bas empire de Rome, c'est-à-dire c'est une procédure qui relève de l'empire de Rome, qui est si vous voulez de source romaine, d'accord, mais elle continue à être appliquée même aujourd'hui et elle prend place à la procédure accusatoire dans plusieurs pays, d'accord. Donc pour cette procédure, les parties ne jouent pas un rôle important, d'accord? Alors, la situation est renversée par rapport à
la procédure accusatoire. D'accord? Alors, pour la procédure inquisitoire, celui qui fait tout le travail, eh bien, c'est le juge. D'accord? C'est lui qui constitue l'axe donc du procès pénal. C'est lui l'acteur donc essentiel du procès pénal, d'accord? Les parties ne jouent pas un rôle important, d'accord? Ils ne font pas grand-chose, d'accord? On va le voir tout à l'heure. Donc, le juge et ses auxiliaires, ils dominent, si vous voulez, le procès pénal, d'accord? C'est lui qui met en mouvement l'action pénale. C'est lui qui fait le travail exercé actuellement par l'officier de police judiciaire, à savoir l'enquête préliminaire. C'est lui qui dirige le procès pénal et surtout la période du jugement, et c'est lui aussi qui exécute la sanction pénale. Donc, le juge il gère le procès pénal et il domine les fonctions exercées par le juge. Elle domine la procédure pénale et cette procédure est de caractère secrète, écrite, et il n'y a pas de contradiction, contrairement à la procédure accusatoire, le caractère contradictoire. La procédure accusatoire a un caractère contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire contradictoire? Tawajuhiya en arabe. Ça veut dire que les deux parties du procès, c'est-à-dire l'accusateur et l'accusé, se confrontent, d'accord? Et donc chacun parle et l'autre répond. Chacun donc présente ses accusations. Et l'autre répond à cette accusation. Ceci ne se trouve pas dans la procédure inquisitoire. Toute la procédure se fait de façon secrète, écrite et sans contradictoire, c'est-à-dire sans confrontation entre les parties du procès pénal. D'accord? Ça, c'est le début. Ou bien, si vous voulez, non, Monsieur Ja'faro, donc l'instruction préparatoire, oui, elle a un caractère alors, en ce qui concerne la procédure, on vient de dire que la procédure accusatoire a un caractère public. Tout se passe devant le public, d'accord? Tout se déroule. Alors que la procédure inquisitoire a un caractère secret, pas public. Donc, le déroulement du procès pénal et les actions se font de façon secrète et de façon écrite aussi, c'est-à-dire on insiste beaucoup sur les PV, les procès verbaux, et aussi il n'y a pas du contradictoire entre les parties. Oui? Est-ce que quelqu'un de vous, s'il vous plaît, écrivez, si vous avez quelque chose à me dire, écrivez-la, parce que pour ne pas contribuer à ce problème de coupure de sang. D'accord? C'est bon? Alors, bref, on dirait que la procédure inquisitoire a un caractère, est une procédure secrète, écrite et pas contradictoire, qui n'est pas contradictoire. Donc, les pouvoirs, ou bien si vous voulez, les régimes politiques autoritaires, sultawiya al-istibdadiya, donc l'andima siyasiya al-istibdadiya,
donc ils ont adopté cette procédure. Lorsqu'on évoque cette procédure, on se rappelle bien sûr d'un régime ou bien des régimes politiques, des pouvoirs politiques qui ne sont pas démocratiques, qui sont autoritaires, qui favorisent la préservation de la sécurité par rapport à la préservation des libertés des citoyens. D'accord? Et donc, cette procédure se rapporte au régime autoritaire. Elle est donc adoptée par les régimes politiques donc autoritaires. Pourquoi? Parce que ces régimes politiques ne s'intéressent pas, n'accordent pas grande importance à la question des libertés et des droits de l'homme et aussi des garanties du procès équitable. Ça, c'est en général. Et donc, cette procédure, elle a été appliquée surtout en Europe en période médiévale, d'accord? C'est-à-dire avant la Révolution française, d'accord? La période du Moyen Âge, d'accord? Là où l'Église dominait, il y avait une prédominance et un accord entre oui, un accord, mais la naissance, elle a été en Europe, d'accord? Au Meima, Arjouni, d'accord? Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je disais que cette procédure, elle était appliquée en Europe en période d'avant, en France par exemple, avant la Révolution française et donc en général au Moyen Âge dans toute l'Europe, là où il y avait cette union entre le pape et c'est-à-dire le pouvoir religieux et le pouvoir politique. D'accord? Ça nous rappelle aussi ce qu'on appelle Mahakim Tftish en arabe, donc des inquisitions donc qui étaient pratiquées en Europe de façon donc arbitraire, sans respect du droit de l'homme. Après la Révolution française, on va revenir à la procédure accusatoire. Mais malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que à partir de l'année de 1808, à travers le code napoléonien, c'est-à-dire le code de Napoléon Bonaparte, on va faire un mélange entre la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire. Ce mélange va nous donner la situation qu'on vit actuellement, qu'on trouve actuellement en France, au Maroc et dans d'autres pays qui ont adopté, bien sûr, l'orientation du législateur français. D'accord. C'est on va adopter une procédure mixte, c'est-à-dire on va mélanger entre des éléments concernant et des principes concernant la procédure accusatoire et aussi des principes concernant la procédure inquisitoire. D'accord? Donc, chez nous, au Maroc, depuis la première procédure pénale au Maroc, datant de 1959, le Maroc, le législateur marocain, a adopté une procédure qui prend des deux procédures, qui puise des deux procédures, procédure accusatoire et procédure
inquisitoire. On applique au Maroc, en France et dans d'autres pays actuellement, on applique les règles de la procédure inquisitoire pendant la période de l'enquête préliminaire, d'accord? Et aussi la période de l'instruction, d'accord? C'est-à-dire la période qui précède la phase judiciaire de la procédure pénale. Donc la phase préjudiciaire, si vous voulez, a un caractère inquisitoire. L'enquête préliminaire, la procédure en enquête préliminaire et en instruction préparatoire, elle est donc secrète, avec bien sûr tempérament, avec modération en ce qui concerne l'instruction. Elle est donc la procédure dans cette phase, elle est écrite, secrète, et il n'y a pas de contradictoire. C'est-à-dire, on ne fait pas venir et donc confronter les parties du procès pénal. Donc, les caractères, donc, ou bien la phase pré-judiciaire a un caractère inquisitoire, alors que la phase donc du jugement, la période du jugement revêt un caractère accusatoire. Pourquoi? Parce que les personnes, donc, tout le monde peut assister à l'audience, le muhakama, cette audience, elle est ouverte à tout le monde. La procédure, elle est donc, elle est publique, elle n'est pas secrète, donc, le débat se fait de façon orale, c'est-à-dire on entend parler, on laisse parler, bien sûr, l'accusateur qui est représenté par le ministère public, et aussi l'accusé, la personne donc poursuivie par le ministère public. Et le débat se fait bien sûr entre deux parties. Eh bien, il est dirigé par le juge, bien sûr. Donc, tout se fait dans une audience solennelle, publique. Donc, les débats sont donc oraux, et il y a la confrontation donc entre les parties, c'est-à-dire donc le caractère contradictoire de la procédure. La phase du revêt un caractère accusatoire, c'est-à-dire elle puise de la procédure accusatoire. Et donc, vous voyez que la procédure pénale marocaine et d'autres procédures des autres pays, surtout les pays qui sont influencés par le législateur français, d'accord, il adopte cette procédure qui concilie, comment dirais-je, qui applique la procédure inquisitoire en période donc préjudiciaire du procès pénal, et qui applique les règles de la procédure pénale, de la procédure accusatoire pendant la période, bien sûr, du jugement. D'accord? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie? Oui. Très bien. D'accord. Alors, on passe à l'histoire. On va voir comment c'est donc développé, comment est né d'abord, comment a été la naissance de la procédure pénale marocaine, et comment elle a évolué. Alors, rapidement, on va distinguer entre deux, en concerne ce point, le point lié à l'histoire de la procédure pénale marocaine. On va distinguer entre deux périodes, la période avant l'indépendance et la période
à partir de l'indépendance, c'est-à-dire à partir de 1956. D'accord? Alors, avant l'indépendance, dans cette période, on peut distinguer entre deux souffles, si vous voulez. Alors, on a la période qui précède le protectorat, le himaya, et dans cette période-là, dans laquelle le rite malikite, c'est-à-dire les dispositions et les règles de la charia en général, ont été donc, et du fiqh, surtout le rite malikite, était appliqué au procès pénal et dans les autres, même si, en ce qui concerne le procès civil, d'accord? Mais après le protectorat, on va voir donc l'application en général, parce que du moment qu'il n'y avait pas, en ce qui concerne le droit procédural, contrairement au droit donc de fond, on n'avait pas dans les législations, si vous voulez, dans le fiqh, on n'avait pas de procédure en général. Eh bien, à partir de 1913, si vous voulez, on va voir donc la mise en application du code napoléonien, d'accord, du code de Napoléon Bonaparte datant de 1808, surtout donc en ce qui concerne donc la partie qui a été occupée par la France, d'accord, le milieu du Maroc, d'accord, et la partie nord et sud, elle a été donc dominée par et occupée par l'Espagne, et bien sûr on appliquait la loi et le code espagnol, d'accord. Depuis l'indépendance, on va voir dans le cas de l'unification et l'arabisation, donc ce processus Ta'rib ou le Maghraba, d'accord, la marocanisation, la marocanisation et l'unification marocaine, donc ça constituait un champ donc de travail entier. La veille d'indépendance par les pouvoirs, donc par l'autorité marocaine, et on va voir à partir de 1959 une première procédure pénale, disons marocaine, purement marocaine, et appliquée à tout le pays marocain, pardon, à tout donc le territoire marocain. Donc cette loi qui est le Dahir de 1959 formant Code de procédure pénale, c'est la première loi régissant donc la procédure en matière pénale et qui est appliquée sur tout le territoire marocain, le sud, donc le milieu du Maroc et le nord du Maroc. Après, cette loi, elle est influencée par le code de Napoléon, datant de 1808, code de Napoléon Bonaparte. Si vous faites une petite recherche concernant le Dahir de 1959, vous allez voir et vous allez découvrir qu'il est presque une photocopie ou bien une copie-collée du code de 1808, c'est-à-dire le code de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire le code de procédure pénale français. Donc, il est puisé, le Dahir de 1959, il est puisé du code napoléonien de la France, appliqué donc en France. Mais bien sûr, ce Dahir a manifesté, a présenté des défauts, donc, et des vides aussi, donc des difficultés
concernant son application et ce qui a poussé donc le législateur à l'abandonner, le placer à partir de 2003 par la loi 2201. Cette loi qui est appliquée jusque donc qui est donc en cours jusqu'à maintenant, d'accord? C'est la loi 2201 de formant code de procédure pénale. Ce qui caractérise cette loi numéro 2201 formant code de procédure pénale qui est donc édité est mise en exécution depuis 2003, c'est qu'elle est influencée par donc les développements qu'a connu le Maroc, surtout en ce qui concerne la question des droits de l'homme, en ce qui concerne l'évolution de la criminalité dans le pays et les manifestations, donc les demandes, les exigences de la société civile travaillant dans le domaine du droit de l'homme, d'accord? Et donc tout cela a contribué à mettre en place une loi qui accorde une importance claire, bien sûr, à la question du droit de l'homme, à la préservation des garanties du procès pénal et des droits de défense, d'accord? Donc, vous allez voir beaucoup d'évolutions dans le cadre de la loi 2201 datant de 2003 par rapport au Dahir de 1959. Et à titre d'exemple, on va voir que pour la première fois, le législateur marocain va consacrer dans la loi le principe de la présomption d'innocence. Pour la première fois, on va voir une loi qui dit solennellement, qui dispose que toute personne, tout accusé, tout prévenu, tout suspect est considéré innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par donc un jugement définitif, d'accord? Par une décision définitive. On va y revenir, Inch'Allah, dans le second cours, le cours qui va venir. Inch'Allah, on va parler plus en détail de ce principe. Ce principe qui va constituer un principe directeur de la procédure pénale. D'accord? Mais bien sûr, cette loi qui a duré longtemps, et donc qui a plus que 20 ans d'application, a donc manifesté elle aussi des défauts et nécessité donc des amendements, des révisions, ce qui a poussé donc le ministère de la Justice à l'année pendant donc de 2015 de préparer ce qu'on appelle un avant-projet de loi de procédure pénale concernant la procédure pénale, et donc elle a été présentée à tous les citoyens. Elle a été ouverte au débat public pour l'étudier, pour le discuter. Mais malheureusement, cet avant-projet de loi qui va remplacer, qui avait pour objectif de remplacer la loi 2201, n'a pas été on n'a pas réussi à le transformer en une loi
et donc il reste toujours un avant-projet, pas un projet. Même un projet, il est toujours en phase donc d'avant-projet. يعني مسودة مشروع, d'accord? Cet avant-projet, il comporte beaucoup de choses très intéressantes. Il est aussi il vise à approfondir, bien sûr, et à donc élargir la préservation, la question de la préservation des droits de défense, le maintien et la préservation des droits de l'homme et ainsi de suite. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à le rendre et le transformer en code de procédure pénale. Et donc, du coup, il reste la loi 2201 reste pas applicable jusqu'à ce qu'elle remplace notre loi. D'accord? Alors, maintenant, on va entre la procédure pénale et la procédure civile. Donc, en général, on dit que le code de procédure pénale constitue la loi, disons, oui, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Et donc, je disais tout à l'heure que la procédure civile constitue le droit commun, donc al-sharia al-amma, du droit procédural en général, d'accord? Mais il y avait une question qui se posait. Donc, lorsque le droit pénal, donc à l'époque, depuis très longtemps, d'accord, lorsque le droit pénal faisait partie du droit civil, eh bien, on disait que la procédure civile est le droit procédural qui est applicable aux deux procès, notamment le procès pénal et le procès civil. Mais après que le droit pénal s'est détaché, donc, d'accord, du droit civil, la question se posait. Donc, quelles sont les dispositions qu'on va appliquer au droit pénal, surtout que le droit pénal, il est caractérisé par des principes qui le caractérisent et qui le distinguent du droit civil, notamment le principe de la légalité, que ce soit la légalité, le principe donc de la légalité en ce qui concerne la loi de fond, ou bien le principe de la légalité procédurale. Alors, ça a poussé les législateurs à éditer un code de procédure pénale. Et donc, du coup, on a eu deux procédures. La première, c'est la procédure applicable et appliquée au procès civil, et la procédure pénale, elle est donc appliquée au procès pénal. Mais il se posait une question très importante. Lorsque on remarque une absence, lorsqu'il n'y a pas une disposition concernant une question donnée dans le code de procédure pénale, est-ce qu'on peut recourir à la procédure civile, d'accord, pour régler ce problème-là et pour l'appliquer à la question concernant le procès pénal. Donc, dans ce sens-là, on avait si vous voulez, deux points de vue, d'accord, surtout en ce qui concerne les juristes. Donc, ils se sont divisés en deux parties. Une partie est pour l'application donc des dispositions du code de la procédure civile à celles liées au procès pénal, et l'autre partie, elle est contre cette application. Pour la première,
ceux qui sont pour l'application des dispositions du code de procédure civile à une question qui n'est pas organisée, qui n'est pas donc réglementée par le code de procédure pénale, eh bien, il présente comme donc disons comme argument que le code de procédure civile constitue le droit commun dans le domaine procédural tout entier. C'est-à-dire, il présente la question ou bien donc l'argument du fait que le code de procédure civile constitue le droit commun. Et du coup, si on n'a pas une disposition dans le code de procédure pénale, on peut donc puiser des dispositions du code de procédure civile. D'accord? L'autre partie, l'autre courant, l'autre donc groupe voit le contraire. Il est contre le fait de recourir à la procédure civile. Pourquoi? Selon eux, eh bien parce que le code de procédure pénale, il régit une matière qui est tout à fait différente des matières civiles. C'est le droit, il s'agit du droit pénal. Le droit pénal, il est distingué du droit du droit des autres lois à caractère civil, droit des obligations, droit commercial, droit administratif et ainsi de suite. Et de là, donc il est interdit de recourir au code de procédure civile. Pourquoi? Parce que selon eux, la procédure civile ne constitue pas le droit commun. Pourquoi? À cause, bien sûr, de la différence, de la grande différence qui existe entre le pénal et le droit à caractère civil. Et donc, un autre point de vue qu'il présente pour présenter cette objection à l'application du code de procédure civile dans les cas où il n'y a pas de disposition dans le code de procédure pénale, eh bien, ils disent que en plus du fait que le pénal et la matière pénale est différente de nature des autres droits à caractère civil, il a aussi selon le principe de la légalité, d'accord? La légalité de fond et de forme, selon le principe de la légalité, donc pas de crime, pas de sanction sans loi, et la même chose, pas de procédure sans loi. Eh bien, puisque le fait qu'on ne trouve pas une disposition, cela veut dire que c'est la loi qui a voulu, c'est le législateur qui a voulu organiser donc cette disposition, et donc c'est la volonté du législateur et il faut la respecter. Donc en général on peut dire que des fois on trouve que dans le code de procédure pénale des articles qui renvoient aux dispositions du code civil. Je vous donne un exemple. Par exemple, en ce qui concerne la citation, l'istid'a. Alors, donc le code de procédure pénale renvoie aux articles organisant cette institution de citation dans le code de procédure civile. C'est-à-dire, il renvoie aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile concernant la citation et aussi la notification. Al-istid'a wa al-tabligh. La même chose pour, toujours à titre d'exemple, la même chose pour l'action civile, donc, qui dépend de l'action l'action publique, ad-da'wa al-madaniyya at-tabi'a. Donc cette action, elle est régie par les articles et par les dispositions du code de procédure civile, et c'est la loi qui renvoie
qui fait référence aux dispositions du Code de procédure civile. Mais des fois, on trouve que le Code de procédure pénale ne régit, donc, n'organise pas des institutions. Je vous donne un exemple. La réquisition de l'expert, Tajrih al-Khabir. Cette réquisition, elle est organisée, elle est régie par le Code de procédure civile. Mais en droit pénal, on a donc la disposition de l'article. Je vais vous donner le nom ou bien le nombre de cet article. 196. Oui, donc l'article 196 du Code de procédure pénale, il dit que les parties ont le droit seulement de présenter des remarques concernant la dénomination, la désignation de l'expert. Alors que le Code de procédure pénale, c'est-à-dire que les parties n'ont pas le droit, selon, si on veut lire donc strictement cette disposition de l'article 196 du Code de procédure pénale, on va découvrir que le Code de procédure pénale interdit, si vous voulez, donc selon cette lecture, si vous voulez, cette lecture, disons, littérale, yani harfiya. Donc, on va découvrir, on peut comprendre que le Code de procédure pénale interdit l'accusé de l'expert. Alors que certains auteurs, certains chercheurs disent que, et même certaines juridictions voient que il est possible de revenir aux dispositions du Code de procédure civile pour mettre en mouvement donc et mettre en place et pour donc faire cette récusation de l'expert. Donc la question n'est pas tranchée. Il y a donc plusieurs points de vue, mais je tiens à dire que la Cour de cassation marocaine a dit que il est possible donc de recourir aux dispositions. Ça, vous ne l'avez pas dans le support, dans le polycopier. C'est une chose que je vous ajoute, d'accord? S'il vous plaît, mentionnez là et ne l'oubliez pas. Donc, la Cour de cassation marocaine dit dans une décision que il est possible de revenir aux dispositions du Code de procédure civile en ce qui concerne un point qui n'est pas régi par le Code de procédure pénale, à condition. Je souligne ce terme, à condition, cette expression, à condition que ce recours au Code de procédure pénale ne constitue pas un désaccord ou bien ne porte pas atteinte au droit de défense, accordé bien sûr à la personne accusée. Donc, il est possible de revenir et d'appliquer les dispositions qui régit le même point dans le Code de procédure pénale, à condition que ça ne soit pas en contradiction avec les droits de défense, que ça ne porte pas atteinte aux droits de défense. Si ça porte atteinte aux droits de défense, eh bien, et si ça soit donc contre l'intérêt de l'accusé, eh bien, il ne faut pas l'appliquer. Voilà la position de la Cour de cassation marocaine. Et peut-être c'est la même en ce qui concerne la Cour de cassation française. C'est ça ce qu'on peut dire en ce qui concerne ce point-là, ce point donc de divergence qui pose une question et qui a donc divisé la jurisprudence
Pardon, la doctrine en deux parties, partie contre et partie pour. Mais en général, on peut dire que la partie qui est qui prédomine, c'est la partie qui est pour le recours à aux dispositions du code de procédure pénale lorsqu'il n'y a pas, lorsque un point n'est pas régi par le code de procédure pénale. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne ce point-là. Eh bien, on s'arrête là pour poursuivre le cours à partir de la séance prochaine, Inch'Allah, dans laquelle on va étudier les principes. On va commencer par les principes directeurs de la procédure pénale en général, puis on va passer au fond. On va rentrer dans le fond de cette matière qui est le déroulement. On va commencer par les actions, donc deux actions qui résultent de l'infraction commise, à savoir l'action publique et l'action civile, d'accord? Puis on va passer au déroulement du procès pénal, notamment l'enquête préliminaire et l'instruction. Et si on aura du temps, on va arriver, Inch'Allah, on va étudier la période du jugement. D'accord? Donc, je m'arrête là. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vous écoute. Sinon, je vous donne un rendez-vous. Si vous n'avez pas si vous êtes d'accord, si vous n'avez pas d'objection, on peut faire cette séance le samedi prochain. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour rattraper ce retard-là? Le samedi, c'est bon, samedi soir, comme toujours, comme cette séance, à partir de 21h. C'est bon? Très bien. Alors, je vous ici, jusqu'ici, on s'arrête et je vous donne rendez-vous le samedi prochain, Inch'Allah. Donc, samedi, c'est-à-dire après-demain. C'est après-demain, Inch'Allah. Donc, bon Ramadan, bonsoir, bon Sahur, d'accord? Et bonne réussite surtout. Bonne préparation, bon courage à vous, Inch'Allah. Donc, j'espère que ce mois sacré soit une chose de plus, constitue une motivation pour vous pour bien préparer vos cours. D'accord? Merci de votre attention et au samedi prochain, Inch'Allah.